Tasha n'était qu'une nouvelle domestique, à peine remarquée, à peine digne de confiance. Mais lorsqu'elle trouva la fille du milliardaire à peine consciente, sans aucun membre du personnel autour et avec le manoir plongé dans le silence, elle paniqua. Aucun appel ne passait. Aucune aide n'arrivait. Alors elle fit l'impensable, elle força la porte de son bureau verrouillé, prit les clés de voiture et une liasse d'argent, et s'enfuit avec la fillette. Quelques minutes plus tard, les alarmes retentirent. La sécurité la retrouva, l'arrêta à l'hôpital, et la fit menotter. Mais alors, le médecin prit Grégory à part, et ce qu'il lui dit laissa le milliardaire figé sur place. La suite stupéfia tous ceux qui observaient. Avant de continuer, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, nous serions ravis que vous cliquiez sur le bouton d'abonnement. Votre soutien signifie énormément pour nous et nous permet de vous apporter encore plus d'histoires marquantes. Restez avec nous jusqu'à la fin. Et si cette histoire vous touche, laissez vos impressions en commentaire et partagez-la avec un ami. Maintenant, commençons. Tasha Briggs n'était pas entrée dans le manoir des Lancaster comme une tempête. Elle était arrivée discrètement, comme un léger coup frappé à une porte de derrière auquel personne ne répond immédiatement. Cela faisait 3 jours qu'elle avait été embauchée. Personne ne lui avait demandé pourquoi ses chaussures étaient si serrées ou pourquoi ses jointures étaient abîmées. On lui avait simplement donné une serpillière, la petite chambre au fond réservée au personnel, et on était passé à autre chose. C'était le domaine des Lancaster, une forteresse de colonnes blanches et de murs de verre enfouis au cœur des collines, où les grilles ne servaient pas seulement à éloigner le danger. Elles servaient aussi à tenir des histoires comme la sienne à distance. Grégory Lancaster, le maître des lieux, ne parlait pas au personnel. Pas à moins que vous ne teniez quelque chose de précieux ou que vous soyez en train de briser quelque chose de plus. Il dirigeait une entreprise de technologie, faisait du commerce d'actions dans 5 pays et vivait comme si l'émotion était une faiblesse. Son monde n'était pas froid, il était climatisé. Puis il y avait Vivian, sa fille, 10 ans, fragile comme du verre filé, mais condamnée par la drépanocytose. Elle ne parlait pas beaucoup non plus, ni au cuisinier, ni au chauffeur, pas même à son père. La plupart du temps, elle restait à l'étage dans le jardin d'hiver, enveloppée de pulls doux et de silence. Tasha le remarqua. Bien sûr qu'elle le remarqua. Les pas de Vivian n'étaient pas lourds, mais traînants. Ses sourires ne duraient pas, se fissuraient comme de la peinture sèche. Et pourtant, personne ne regardait vraiment de près. On s'assurait seulement que ses médicaments étaient pris, que les chambres restaient sans poussière et que ses repas étaient chauds. C'était suffisant. Apparemment, Tasha n'était pas censée poser de questions. Mais les questions murmuraient tout de même. Pourquoi l'infirmière était-elle partie plus tôt la veille? Pourquoi la fillette tremblait-elle dans le couloir près de la salle de bain hier? Pourquoi personne ne réagissait? Au 4e matin, Tasha monta un plateau de petit déjeuner au 2e étage. Elle s'arrêta devant la chambre de Vivian, frappa une fois, aucune réponse. Elle ouvrit lentement. Vivian était par terre, non pas évanouie, mais recroquevillée, les yeux ouverts, respirant lentement, les mains serrées contre son petit corps comme si elle se serrait elle-même de l'intérieur. Tasha se figea sur le pas de la porte. Pas de panique, pas même de peur, juste une étrange lourdeur immobile. Elle posa le plateau, ne dit rien, ne demanda rien. Elle s'assit simplement en tailleur à côté d'elle. En silence. Après un long moment, Vivian murmura, « Ça fait mal aujourd'hui. » Tasha hocha la tête. « Je sais. » Ce moment n'avait pas changé le monde. Pas encore. Mais quelque chose avait basculé. Quelque chose de doux et d'invisible. En bas, dans le couloir du service près de la buanderie, 2 domestiques plus âgés chuchotaient au-dessus de serviettes pliées. « Je lui donne une semaine, » dit l'une en lissant un drap. « Elle est trop tendre pour cet endroit. » « Elle a ce regard, » murmura l'autre, comme quelqu'un qui a déjà connu la lutte. « Et la lutte ne dure pas longtemps ici. » Elles ricanèrent, levèrent les yeux. Tasha passa silencieusement derrière elle, les bras chargés de thé d'oreiller. Elle ne dit pas d'un mot, mais elle entendit chaque syllabe. Ce soir-là, la maison brillait d'une lumière dorée. Grégory rentra tard. Vivian ne vint pas l'accueillir. Il ne s'y attendait pas. Tasha nettoyait le bureau de l'étage tout en jetant des coups d'œil vers la porte verrouillée au fond du couloir. Des capteurs de sécurité clignotaient juste au-dessus.
Haute sécurité, accès interdit, pas son affaire. Mais même de l'extérieur, elle pouvait entendre un tic-tac. Peut-être une horloge. Ou peut-être simplement le temps qui attendait de s'épuiser. Le lendemain matin commença lourdement. Des nuages orageux planaient bas sur les collines, rendant le manoir sombre malgré toutes les lumières allumées. Grégory avait décollé juste avant l'aube. Affaire à Zurich ou à Singapour, ou dans un autre endroit qui ne nécessitait pas de dire au revoir. Tasha suivait sa routine comme une horloge. Mais quelque chose clochait. Vivian n'était pas descendue pour le petit déjeuner. À 9 heures, la gouvernante en chef se plaignait d'une erreur de commande de déterge. À 10 heures, le reste du personnel s'affairait à rendre impeccable la terrasse extérieure pour un dîner d'investisseurs prévu la semaine suivante. Vivian, personne n'en parlait. Tasha hésita de nouveau devant sa chambre. Quelque chose tira dans sa poitrine. Elle frappa 2 fois. Pas de réponse. Elle ouvrit la porte et le temps ralentit. Vivian gisait à moitié hors du lit, trempé de sueur. Ses mains tremblaient, ses lèvres étaient sèches. Son corps se tordait de façon étrange, comme s'il se battait contre lui-même de l'intérieur. La pièce sentait fort le plastique et la peur. Tasha tomba à genoux près d'elle. Vivian. Les paupières de la fillette battirent. Son souffle était haché, comme si elle respirait à travers du verre brisé. Les mains de Tasha tremblaient aussi. Elle tendit la main vers le bouton d'appel d'urgence au mur. Puis elle se précipita vers le téléphone du couloir, composa le numéro de l'infirmière inscrite dans le dossier, mais ce fut directement la messagerie. Elle appela Grégory, 4 sonneries, puis 5, puis rien. Elle recommença encore et encore. Toujours rien. Elle reposa brutalement le combiné. En bas, les autres domestiques riaient de quelque chose près de l'office. Tasha surgit dans le couloir, haletante, les yeux fous. « J'ai besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour aider. » Vivian. « Nous ne montons pas à l'étage sans autorisation, » l'interrompit l'une, sans même se retourner. « Elle a besoin d'un hôpital maintenant. » La seconde l'écarta d'un geste agacé. « Nous informerons l'intendant du domaine. » C'est la procédure. Procédure. Les doigts de Tasha se crispèrent en poing. Elle fit volte-face et remonta en courant. Vivian était à peine consciente, sa poitrine se soulevant trop vite, trop faiblement. Tasha regarda le couloir, puis au bout, le bureau verrouillé, le bureau privé de Grégory. Elle n'y était jamais entrée, mais elle avait assez souvent nettoyé près de la porte pour remarquer un détail que la plupart auraient ignoré, une minuscule serrure au-dessus de la poignée, et la clé qui pendait toujours à une étiquette rouge près des produits de nettoyage du sous-sol. Elle s'en souvenait car l'étiquette portait la mention « Ne pas retirer ». Mais elle le fit. Elle dévala l'escalier, arracha la clé de son crochet. Personne ne la vit. Elle remonta en courant. La serrure céda. La pièce respirait le silence. Cuir, verre et argent, des trophées encadrés, un coffre-fort au mur, une clé de Tesla sur le bureau poli. À côté, un épais porte-clip rempli de billets de $100. Elle hésita. Pas longtemps. Tasha souleva Vivian dans ses bras tremblants, non pas de peur, mais de l'effort de porter une enfant malade de la moitié de sa taille. Elle s'élança dans le couloir. Chaque recoin du manoir semblait crier contre elle, les caméras, les voyants clignotants, les règles invisibles. Elle s'en moqua. Elle franchit la porte d'entrée, serrant Vivian comme du cristal. Elle atteignit le garage. La Tesla reconnut la clé instantanément. La portière s'ouvrit avec un souffle. Les sièges blancs s'illuminèrent. Elle déposa Vivian doucement sur le siège passager, l'attacha, lui murmura « Tiens bon ». Puis elle grimpa derrière le volant, claqua la portière et appuya sur l'accélérateur. Les pneus hurlèrent tandis que la voiture quittait le domaine. Un instant plus tard, de retour au manoir, une alarme se déclencha. Les écrans de sécurité virèrent au rouge. Accès non autorisé. Bureau forcé. Véhicule disparu. Dans la voiture, les doigts de Tasha s'agrippaient au volant. Sa respiration était courte. La tête de Vivian bascula en arrière. Sa peau paraissait désormais grise. Le GPS clignotait. Elle l'ignora. Elle savait quel hôpital choisir, pas le plus proche, le meilleur. Le trafic défilait en flot. Les klaxons hurlaient. Son cœur battait plus fort que la route sous elle.
Dans sa tête, elle répétait comme une prière, « Tiens bon. Tiens bon. » Derrière elle, 2 SUV noirs sortaient déjà du domaine. La sécurité avait suivi la localisation du véhicule, et elle n'avait aucune idée qu'ils approchaient. L'entrée de l'hôpital brillait de blanc stérile lorsque la Tesla freina en crissant dans la voie d'urgence. Tasha n'attendit pas qu'on ouvre la portière. Elle bondit, l'ouvrit, détacha Vivian et la porta comme si elle ne pesait rien, même si chaque pas ressemblait à l'ascension d'une montagne. À l'aide, halta-t-elle en franchissant les portes automatiques. Je vous en prie, quelqu'un. Elle a la drépanocytose. Elle ne peut pas respirer. Les infirmières accoururent. Un chariot de réanimation suivit. Vivian fut déposée sur un brancard comme une poupée de porcelaine, ses membres trop immobiles. Les médecins donnèrent des ordres secs et urgents. Quelqu'un demanda, « Parent ou tuteur ?» Elle répondit seulement, « Je suis la domestique. » La domestique. Mais il n'y avait personne d'autre. Ils n'insistèrent pas et emmenèrent Vivian rapidement. Et soudain, le silence. Tasha seule, debout au centre de ce hall aveuglant. Le poids de tout cela l'écrasa. Elle n'était pas censée être là. Pas censée conduire. Pas censée toucher à l'argent. Pas censée compter. Mais aucune de ces règles n'avait aidé Vivian. Et maintenant, ce poids devenait réel. Dehors, des pneus crissèrent. 2 SUV noirs encadrèrent l'entrée de l'hôpital. La sécurité du domaine en descendit, 4 hommes en veste bleu marine assortis, radio à l'épaule, visage fermé. Ils ne crièrent pas. Ils ne posèrent aucune question. L'un désigna, c'est elle. Tasha ne s'enfuit pas, ne recula pas. Elle se retourna lentement tandis qu'ils approchaient. Ils l'entourèrent sans un mot, les poignets déjà menottés avant qu'elle ne puisse cligner des yeux. Une infirmière près de la porte s'écria, « Et, qu'est-ce que vous faites ?» Elle a amené une patiente. L'un des gardes répondit froidement, « Elle a volé le véhicule et de l'argent d'un milliardaire. Elle est en état d'arrestation. » Gregory Lancaster arriva 15 minutes plus tard. Costume gris acier, manches retroussées, regard froid. Il entra comme s'il possédait le bâtiment, ce qui était peut-être le cas d'une certaine manière. Le chef de la sécurité s'approcha de lui. « Elle est en rétention. La police locale est en route. Nous avons récupéré le véhicule. Nous comptons encore l'argent. » La mâchoire de Gregory se contracta. « Et la fillette ? » « On la stabilise à peine. On l'a sauvée de justesse. » Il ne répondit pas. Il resta là, immobile, les mains dans les poches. Un médecin s'approcha. La cinquantaine, calme et ferme. « Vous êtes Gregory Lancaster. » Il hocha la tête. Le médecin soupira. « Monsieur Lancaster, il faut que vous compreniez quelque chose. Votre fille a la drépanocytose. Cela signifie que lorsqu'une crise survient, chaque minute compte. Chaque seconde, même. Si cette jeune femme ne l'avait pas amenée ici à temps. » Il s'interrompit. Elle serait morte. Ce mot résonna comme s'il n'avait pas sa place dans la pièce. Gregory cligna des yeux. Une fois, 2 fois. Vos téléphones étaient éteints. Votre personnel injoignable. Votre protocole de sécurité trop lent. Cette fille l'a sauvée. Pas vous. Pas vos systèmes. Elle. Le médecin s'éloigna. Gregory resta planté là, fixant les carreaux du sol. Dans la petite salle froide du couloir, Tasha était assise, les poignets toujours menottés, les épaules tendues, la sueur séchant dans sa nuque. Elle ne pleurait pas. Elle ne suppliait pas. Elle fixait simplement le mur. La porte s'ouvrit. Elle se tourna lentement. Gregory entra. Seul. Pas de garde, pas d'avocat. Pour la première fois, il la regarda vraiment. Elle soutint son regard, les yeux rougis mais sans peur. Pendant un long moment, ils ne dirent rien. Puis il sortit une petite clé d'argent de sa poche et lui retira les menottes. Sans un mot. « Viens avec moi, dit-il doucement. » Elle ne bougea pas, jusqu'à ce qu'il ajoute. « Elle te demande. » Le couloir menant à la chambre 214 était silencieux. Trop silencieux pour un endroit où la vie venait de tenir à un fil. Gregory marchait devant. Tasha le suivait, ses pas légers mais incertains, comme si ses pieds craignaient que le sol disparaisse sous elle. Dans la chambre, Vivian reposait sous une mer de drap bleu pâle, une perfusion lentement accrochée.
Sa respiration était plus régulière maintenant, plus douce. Ses petits doigts tapaient faiblement contre la couverture, comme si elle comptait quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. Quand elle vit Tasha, son visage s'illumina un instant. « Tasha » murmura-t-elle. C'était la seule voix dans la pièce qui ne lui demandait rien. Tasha avança et prit doucement sa main. Grégory observait en retrait. Plus tard dans la soirée, alors que le ciel se teintait de rose et que les lumières de la ville s'allumaient comme après un long sommeil, quelque chose changea. Grégory sortit de la chambre, non pas comme un milliardaire, mais comme un père qui avait enfin vu quelqu'un d'autre agir quand lui ne l'avait pas fait, et le poids de la culpabilité s'abattit sur sa poitrine. Le lendemain matin, Internet s'empara de l'histoire. Pas la vérité, seulement des rumeurs, une domestique noire arrêtée pour avoir volé la voiture d'un milliardaire. Possible enlèvement. On disait que la fille était dans un état critique. Personne n'attendit de contexte. Les gens se nourrissaient d'hypothèses. Mais à midi, quelque chose d'inattendu arriva. Un communiqué du bureau de Gregory Lancaster annonçant qu'il ferait une déclaration publique en direct le soir même. Cela prit tout le monde de court, y compris son propre personnel. Ce soir-là, les caméras crépitèrent. Les journalistes se bousculaient sur la pelouse du domaine Lancaster. Les grilles du manoir s'ouvrirent comme un rideau de théâtre. Grégory se tenait derrière un pupitre. Pas de cravate, pas d'assistant lui soufflant des notes. À ses côtés, Tasha. Pas en uniforme, mais dans une simple robe grise repassée pour elle quelques minutes plus tôt. Ses cheveux tirés en arrière, les épaules droites, mais ses mains tremblaient encore légèrement. Grégory inspira profondément. Puis il parla. La nuit dernière, ma fille a failli mourir. Et la seule raison pour laquelle elle est encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à la femme à mes côtés. Elle a enfreint les règles, oui. Mais parfois, ce sont les règles le problème. Un silence pesa. Personne d'autre n'a agi. Personne d'autre n'a couru. Personne d'autre ne s'est soucié comme elle. Tasha Briggs a fait ce que je n'ai pas su faire, et le monde devrait connaître son nom. Un murmure parcourut la foule. Les journalistes se penchèrent en avant. Les déclencheurs d'appareils photo claquèrent en rafale. À compter d'aujourd'hui, poursuivit Grégory, Tasha restera non seulement dans ma maison, mais elle ne travaillera plus jamais comme domestique. J'ai créé une fondation en son nom et elle dirigera désormais notre programme familial d'aide médicale. Tasha se tourna vers lui, stupéfaite. Il n'avait pas fini. Parce que si nous voulons bâtir des systèmes qui protègent les enfants comme ma fille, ils doivent être menés par ceux qui agissent, pas seulement ceux qui parlent. Ce soir-là, à l'intérieur du manoir, les murmures avaient changé. Elle reste, souffla un employé derrière un rideau. Plus que rester, répondit un autre. Elle dirige maintenant. Tasha passa devant eux et sourit. Pas par revanche, mais parce que, pour la première fois de sa vie, elle ne marchait plus sur des œufs. Elle marchait sur son propre terrain. Vivien se rétablit lentement, mais chaque semaine elle devenait plus forte. Et chaque fois qu'elle riait, son rire résonnait dans ces mêmes murs qui avaient autrefois tenté de réduire au silence celle qui l'avait sauvée. On l'avait appelée « simple domestique ». Mais désormais, elle était la femme qui avait réécrit les règles. Et le milliardaire qui ne l'avait pas vue fut le premier à se tenir à ses côtés lorsque le monde, enfin, le fit. Parfois, ceux que nous ignorons sont les premiers à se lever quand tout compte. Tasha n'était pas qu'une domestique. Elle était la raison pour laquelle une petite fille avait eu une seconde chance de vivre. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté de juger quelqu'un à son statut, souvenez-vous de ce qu'a risqué cette domestique, et de ce qu'elle est devenue. Les vrais héros n'attendent pas la permission. Ils agissent.